Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui autour du projet du séminaire sur les transformations sociales de notre pays, qui se tient déjà régulièrement depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant, réunis pour traiter d'un sujet douloureux, scandaleux, qui est celui des visages de la pauvreté contemporaine. Alors, pour en parler avec nous, nous avons deux intervenantes que je remercie d'être présentes. Madame Henriette Steinberg, d'abord, qui est la secrétaire générale, et peut-être même un petit peu plus, je crois, Madame, aujourd'hui, du Secours populaire français, et Madame Anne Brunner, qui est membre de l'Observatoire des inégalités, qui fournit régulièrement des rapports extrêmement détaillés et très intéressants sur un sujet qui est assez peu traité finalement, en tous les cas traité en détail. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de ce sujet des visages de la pauvreté contemporaine. Pourquoi avons-nous choisi ce titre, cet intitulé? Eh bien, parce que je crois, quand nous disons contemporaine, je pense qu'il y a eu un virage, en tous les cas personnellement, dans mon activité militante et jadis professionnelle, quand j'ai eu à traiter ou à gérer autour de politique publique sur ces questions, et notamment au moment de la mise en place du RMI, en fin 88, 35 ans déjà. Nous avions conscience, j'étais membre du cabinet de Michel Rocard, j'étais son conseiller social, nous avions conscience d'une transformation assez forte, assez profonde de cette réalité. Souvenez-vous pour les plus anciens d'entre nous, en 1983-84, c'est la thématique de la nouvelle pauvreté qui apparaissait. Et c'était aussi l'année de Coluche et de la création des Restos du Cœur, qui signifiait sans doute l'arrivée de quelque chose d'assez nouveau, navrant, euh, la pauvreté des actifs, la pauvreté salariale, précarité, chômage, évidemment. Et ça, c'était une rupture. J'ai retrouvé, en préparant cette session, un livre, le célèbre Traité du social, le Fournier-Questions, qui a formé des générations d'étudiants de Sciences Po à ces questions. Et qu'est-ce qui était écrit? C'est l'édition de 1989, hein, c'est la mienne, donc elle n'est pas toute jeune. Euh, il s'agit toujours de personnes dont le statut de producteur est compromis. On découvre avec surprise dans la banlieue parisienne un quart-monde peuplé de chômeurs permanents ou de jeunes qui n'ont pu surmonter un handicap initial. D'autres n'étaient pas dès l'origine promus à ce sort, mais ils ont vieilli pour des raisons qui tiennent à leur passé professionnel. Ils n'ont droit qu'au minimum de retraite. Ces situations, j'en viens à la conclusion, ces situations marginales ont tendance à se consolider. La marginalisation s'attrape comme une maladie. Voilà. Le diagnostic qui était, je pense, était sous la plume de l'excellent Jean-Marie Delarue, qu'on a connu dans d'autres fonctions ensuite. Et on avait à l'époque une conception, je dirais, assez proche au fond de celle qui était celle d'A.T.D. Carnot, c'est-à-dire l'idée d'une marginalité qui se reproduisait de génération en génération et auquel s'ajoutait ce qui à l'époque encore étaient appelés les économiquement faibles, c'est-à-dire les retraités avant l'invention, en tous les cas, et la création, mise en place du minimum vieillesse et de sa montée en charge. C'était ce visage-là de la pauvreté qui, d'une façon, prédominait à l'époque. Et les années 80, le début des années 80, a marqué une rupture avec l'apparition d'un salariat pauvre, d'une précarité euh, active, d'une précarité pour ceux qui travaillaient, qui était nouveau, qui était une résurgence, ça c'est un autre sujet pour les historiens, mais en tous les cas qui était nouveau dans notre société. Donc
C'est 35 ans après la mise en place du RMI. Peut-être la question aujourd'hui que moi je souhaiterais poser avec mon histoire personnelle, mais aujourd'hui, quels sont les visages de la pauvreté contemporaine? Est-ce que cette pauvreté est toujours une pauvreté d'actifs précarisés, d'actifs au chômage, qui vivent des situations de contrainte, combinées bien sûr avec des situations personnelles particulières? Je pense évidemment à la présence massive de familles dites monoparentales, en fait de femmes seules avec des enfants, pour ne pas parler le langage du statisticien ou du technocrate. Et c'est ça que peut-être j'aimerais personnellement, en tous les cas, voir un peu éclairci, confirmé, contredit aujourd'hui par nos intervenantes et prolongé par le débat que j'espère très, très ouvert. Donc, deux intervenantes. Madame Steinberg, peut-être pourriez-vous commencer à nous présenter votre action, les populations, les personnes que vous recevez au Secours populaire français. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que vous constatez une aggravation de la situation, aggravation comment dire, de la profondeur de la pauvreté? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes, de nouvelles catégories sociales que vous voyez désormais arriver dans vos permanences? Est-ce que la dernière période, notamment le Covid, la crise du Covid a changé un petit peu les choses pour vous? Voilà peut-être ce que vous pourriez nous présenter. Quelles sont les personnes que vous recevez dans vos permanences et quels sont leurs parcours de vie? Donc, c'est à vous de nous dire qui vous recevez, qui vous accueillez, qui vous accompagnez par vos militants. Je vous remercie. Donc, une intervention d'une petite demi-heure, suivie de questions-réponses, et puis ensuite, Madame Brunner nous précisera d'autres aspects de la pauvreté. Madame Senberg, c'est à vous, si vous le voulez bien. Merci. Je voudrais dire en introduction que cette question de la pauvreté et de la précarité est une question qui taraude le Secours populaire français, mais c'est une question sur laquelle, pour ce qui me concerne, avec d'autres amis et collègues, j'ai travaillé dans le passé, dans le cadre du CREDOC, et en mettant en évidence, et notre enquête a été la première, elle a été la première à être financée déjà par les communautés européennes de l'époque, sur ce qui concernait l'entrée de la précarité. Nous avons été les premiers à parler de précarité comme signe annonciateur de la pauvreté. Et malheureusement, nous ne nous trompions pas du tout. Et les années qui ont défilé depuis témoignent de ce que nous avions identifié les choses avec beaucoup d'acuité, mais que les dispositions qui ont été prises par les autorités qui se sont succédées n'ont pas pris la mesure de la chose. Et aujourd'hui, là je passe plusieurs décennies d'un coup, aujourd'hui, les nouveaux visages de la pauvreté, comme l'indiquait votre propos et de la soirée que nous avons maintenant, ce sont les enfants des écoles en France, en Europe, qui ne mangent pas à leur faim, qui se privent pour que leurs parents mangent aussi. Ce sont les enfants qui n'ont pas de vêtements chauds au changement de saison et jamais de chaussures neuves. Ceux que voient et font peine à voir à leurs camarades et qui n'en parlent jamais. Ce sont aussi les enfants qui ne connaissent pas la mer et qui ne la connaissent que par ce qu'ils voient à l'occasion des journées des oubliés des vacances du Secours populaire tous les étés après le 15 août. Ce sont des enfants d'aujourd'hui. Ce sont nos enfants aujourd'hui. Certes, cela arrivait il y a 30 ans, mais nous pouvions penser que cela pourrait s'arrêter. Et tous ces enfants, par nature, sont les nouveaux visages. Ce sont aussi les personnes âgées
qui viennent au secours populaire pour avoir chez elles de quoi manger. Certes, elles ont cotisé, elles disposent d'une retraite, mais elles se sont portées caution pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Ceux-ci ont perdu leurs emplois, n'ont plus pu assumer les échéances et les organismes de crédit se sont retournés vers les cautions. De ce fait, elles viennent, ces personnes, au secours populaire pour chercher de quoi manger. Pour le secours populaire et pour ce qui me concerne, j'ai pu, quand j'avais même pas une quinzaine d'années, aller porter aux personnes âgées dans les 5e et 6e étages des produits alimentaires, des gâteaux pour améliorer leur ordinaire. Je n'imaginais évidemment pas que la situation reviendrait plusieurs décennies plus tard, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous le vivons dans les villes, nous le vivons dans les zones périurbaines, nous le vivons dans les zones rurales. De même, les femmes veuves dont les conjoints petits commerçants sont décédés avec la Covid et leurs femmes qui vivaient chichement du maintien du petit commerce n'ont pas pu assumer la reconduction du bail et de ce fait, elles ont perdu leur gagne-pain et le logement attaché au commerce. Elles ont donc atterri dans la rue. S'y sont ajoutés les étudiants dont les bibliothèques et les restaurants universitaires ont été fermés. Ils n'ont plus pu avoir accès à l'alimentation ni aux ordinateurs parce qu'ils n'avaient pas non plus accès aux bibliothèques dans lesquelles étaient ces ordinateurs qui avaient été fermés en même temps que les restaurants universitaires. Et pourquoi? Parce qu'ils ont perdu aussi les petits emplois dont ils bénéficiaient et qui, même indigents, en ce qui concerne leur rémunération, leur donnaient de quoi survivre et dont ils avaient besoin pour étudier. Le secours populaire se préoccupe depuis qu'il est secours populaire de veiller à ce que les populations démunies puissent au moins se nourrir, dans notre pays comme sur la planète. Le secours populaire sait que ventre affamé n'a pas d'oreille et que l'absence d'une nourriture suffisante, ça pèse sur la santé, au premier chef, celle des enfants, des jeunes et des femmes. Le secours populaire considère que la solidarité se conjugue sur tous les aspects de la vie. Et s'il collecte les moyens de répondre aux besoins, il alerte simultanément les pouvoirs publics en charge. Les visages nouveaux de la pauvreté se sont vus rejoints par des familles totalement mises hors jeu du fait de la numérisation accélérée des services publics qui ont conduit les enfants à devoir prendre en main le budget familial à partir du seul smartphone de la famille, seul outil permettant de remplir les dossiers numériques pour accéder à telle ou telle prestation. Mesurez-vous, mesurons-nous les conséquences de cet état de fait sur la dignité des parents réduits à demander à leurs enfants de remplir ces dossiers administratifs touchant à la vie, voire à la survie de ces familles avec le seul smartphone familial. Et mesurons-nous les risques d'erreur et les conséquences derrière de ces erreurs. De même, les effets induits de l'apparente simplification administrative qui va attribuer automatiquement les aides à partir des déclarations de ressources. Ce sont toujours les enfants ou les adolescents ou adolescentes qui auront à expliquer à leurs parents, entrés dans une situation inextricable du fait de l'abolition des différences entre les responsabilités de chaque âge de la vie. De quels moyens disposent les parents démunis devant ces systèmes qui leur échappent?
je voudrais aborder aussi, comme l'un des nouveaux visages de la pauvreté, celui de celle ou de celui qui ne dispose plus de sa liberté d'agir, enserré dans les conséquences de la numérisation de tout et de n'importe quoi, qui lui supprime tout accès simple à la vie courante et l'empêche d'exercer sa liberté et sa capacité d'interroger et de contester. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle est aussi la limitation non consentie de l'aller et venir sans rendre des comptes ou rendre disponible au commerce les moyens de subir plus encore leur incitation à la consommation. Ce sont aujourd'hui par millions, voire par dizaines de millions, la situation des personnes qui ne peuvent plus avoir accès aux humains des services publics, puisque ces services sont supprimés, pour savoir quel formulaire remplir pour l'ensemble des aspects de la vie quotidienne, obtenir un billet de train, accéder au métro, comprendre l'arrivée de telles factures d'eau, d'énergie, et ne pas savoir comment joindre une personne qui va lui expliquer avant que la banque ne la mette en situation d'interdit bancaire ou que les services sociaux stoppent ses prestations de secours du fait d'un versement sur son compte non déclaré 3 mois avant, voire coupe l'accès à son compte bancaire parce que telle ou telle obligation fiscale n'a pas été remplie, ce qui se traduit à la banque par l'impossibilité d'accès au compte bloqué sur instruction fiscale. Et toutes ces personnes, nous les voyons arriver dans les 1300 lieux où le secours populaire est présent sur notre territoire. La pauvreté n'est pas seulement financière et économique. Elle obère l'autorité et la capacité de décision. Pour nous, c'est aussi l'un des nouveaux visages de la pauvreté. Mais il en est d'autres. Ce sont les enfants de notre pays qui n'apprennent plus à nager sur le temps scolaire gratuitement et qui se noient. Le Secours populaire a signé une convention avec le groupe privé Récréa qui ouvre ses bassins et mobilise ses maîtres nageurs pour apprendre aux enfants à nager. Est-ce au Secours populaire de le faire? Pour nous, clairement oui, si la puissance publique néglige ses obligations. Mais nous le faisons savoir pour inciter celles et ceux qui sont en charge à revenir sur des décisions catastrophiques. S'agit-il de nouveaux visages de la pauvreté? Oui, puisque tel n'était plus le cas quand les enfants du primaire, quelles que soient les ressources des parents, apprenaient à nager. Ce sont les enfants de notre pays auxquels les livres de classe ont été supprimés, remplacés par des photocopies indigentes, faisant en sorte que les enfants des familles démunies n'aient plus accès aux livres, difficulté que ne connaissent pas les enfants des familles disposant de plus de moyens. Et ce sont les statistiques de l'OCDE qui précisent qu'il faut dans notre pays 6 générations pour sortir de la pauvreté. Nous avons fait le choix au Secours populaire français d'aider les familles à se sentir fiers d'offrir des livres à leurs enfants à partir des espaces d'acquisition de livres à coût symbolique dans les libres services de la solidarité. Certains pourront nous dire que ces familles n'ont jamais eu de livres et ne lisent pas. Ce ne serait pas à leur honneur dans un pays qui a déployé l'enseignement public avec ses enseignants qui se revendiquaient hussards de la République. Je voudrais évoquer maintenant les nouveaux visages de la pauvreté sanitaire visible de l'enfance au grand âge.
l'affaiblissement tragique de la PMI, le non-suivi de la réalité des vaccinations, des capacités visuelles des enfants, des possibilités d'intervention rapide des infirmières dans les établissements scolaires, se retrouvent dans les situations des personnes âgées, voire très âgées, qui, dans les centres hospitaliers de long séjour, ne disposent pas même du linge minimal en suffisance pour permettre à nos aînés de terminer leur jour dans des conditions de dignité acceptables. Comprenons-nous bien, tous les éléments que je mentionne ont été recensés dans nos fédérations, qui ne peuvent répondre à l'ensemble des situations rencontrées, sauf par une mesure d'urgence, mais en revanche, nous en font part. Vous aurez noté que je n'ai pas abordé l'augmentation de la pauvreté en milieu rural. Elle est patente et prend de plein fouet la disparition des services publics de proximité, comme le délitement de la présence médicale et sociale. Nous en sommes d'autant plus conscients que nous avons établi des relations amicales avec la FNSEA, les mouvements paysans et leur monde mutualiste. Peut-être certains pourront nous dire où est la nouveauté, et ailleurs, c'est pire. Nous en sommes bien conscients. C'est ce qui nous conduit à développer la solidarité au bout de la rue comme au bout du monde avec nos partenaires. Pour le Secours populaire français, la solidarité est irremplaçable. Nous faisons ce que nous pouvons en réfléchissant à la façon de peser efficacement sur les conséquences concernant toutes ces situations et bien d'autres. C'est d'ailleurs dans cet esprit que je participe au nom du Secours populaire français à cet échange et que je vous invite à y contribuer sous les formes de votre choix. La nouveauté tient à ce qu'aujourd'hui, nous disposons dans notre pays des moyens de donner à voir autrement, en partant du réel et des responsabilités de chacune et chacun, où qu'il exerce ses fonctions. Aucune situation n'est irréversible. Merci de votre attention. Voilà, j'ouvre mon propre micro. Merci beaucoup, Madame, pour cette intervention vigoureuse, je crois, qui nous interpelle. J'ai manqué à tous mes devoirs en présentation parce que nous avons en ce moment 21 participants à notre réunion. Je dois dire tout de suite, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenantes, à Madame Steinberg pour l'instant, vous avez la voie du questions et réponses qui est le petit pictogramme qui est en bas de l'écran. Je me ferai votre interprète pour poser vos questions, répercuter vos questions auprès de nos intervenants. Pour ce qui me concerne, moi, je suis frappé par plusieurs choses dans ce que vous nous avez dit. L'accent mis sur les enfants. Mais je comprends bien, et on est tous frappés chaque année de ce que l'on voit à la télé tous les mois d'août, c'est-à-dire l'organisation par le Secours populaire français d'expéditions vers la mer où on voit ces enfants enfin jouer et nager, je ne sais pas, en tous les cas, profiter du bon air de la mer, bon, ce qui est quand même tout à fait surprenant dans un pays comme le nôtre. Mais vous nous avez parlé des enfants, peut-être un peu des personnes âgées, mais vous n'avez pas parlé des parents. Qui sont-ils pour vous? Ce sont des gens qui ont du travail, qui sont exclus, qui sont en situation de précarité ou qui sont dans des situations simplement, j'allais dire, normales, entre guillemets, mais avec beaucoup de difficultés parce que du temps partiel, du CDD, des faibles qualifications, la difficulté à accéder à un emploi, le chômage et une mauvaise indemnisation. Comment
vous percevez, si j'ose dire, les parents des enfants dont vous avez parlé, madame? Les parents sont, pour l'essentiel, ceux et celles qui viennent rencontrer le Secours populaire dans les permanences d'accueil de solidarité et de relais santé. Et ils sont les mêmes personnes que celles dont vous venez d'énoncer les catégories une par une. Les parents des enfants dont je parle, pourquoi j'ai choisi de vous parler des enfants? Parce que les enfants, ils sont les enfants de quelqu'un. Ils sont les enfants de famille. Quand un enfant est en classe et que son petit camarade voit qu'il ne change jamais de vêtements et qu'il demande « mais pourquoi ?» Il le demande à sa famille et il le demande aussi à l'institutrice et il le demande aussi aux adultes autour de lui. Les enfants, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont les enfants de ces familles. Et pourquoi je n'ai pas parlé d'abord des familles? Parce que pour nous, la priorité absolue, c'est de se préoccuper des enfants. Les enfants qui vont mal aujourd'hui seront des adultes qui iront mal demain. Donc, nous nous efforçons d'intervenir auprès des familles par tous les moyens possibles qui sont les nôtres. Mais nous savons de façon précise que si des mesures ne sont pas prises rapidement pour prendre en compte la situation des enfants, c'est une erreur gravissime. C'est d'ailleurs ce qui fait que le Secours populaire défend cette position, y compris dans le cadre européen. Et c'est l'une des décisions de l'Europe de voir comment éradiquer la pauvreté chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne les adultes, les uns et les autres savent que les adultes, d'accord, mais les enfants demain, c'est ceux du monde de demain. Et pour le Secours populaire, la question des enfants est une absolue priorité. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons financé un sondage pour voir ce que pensaient les enfants dans d'autres pays d'Europe. Et les réponses dans d'autres pays d'Europe sont les mêmes que celles que nous avons chez nous. Donc il y a une vraie question. Ce n'est pas seulement le fait qu'il faut que la situation des adultes s'améliore, c'est une évidence. Que cette informatisation, cette numérisation à un rythme qui s'accélère et qui fait que les personnes n'ont plus personne à rencontrer pour expliquer leur situation, tout ceci doit être remis sur la table et qu'effectivement, les personnes qui sont en charge et qui sont, comment je vais vous dire, aux responsabilités, pour utiliser une terminologie habituelle, il faut que ces personnes prennent la mesure de leurs responsabilités eu égard à la situation d'aujourd'hui. Cette situation ne s'améliore pas, elle s'aggrave. Les nouvelles catégories que j'ai indiquées sont celles qui ne venaient pas avant au Secours populaire. Nous ne considérons pas que c'est un progrès qu'elles viennent au Secours populaire. Et nous attirons l'attention le plus fortement possible sur les responsabilités de ceux qui sont en charge. Le Secours populaire fait ce qu'il peut, les collègues des autres associations font ce qu'elles peuvent. Mais ça ne peut pas être simplement la bonne conscience de ceux qui, dans leurs bureaux respectifs, se disent « Ah mais non, non, ce n'est pas un sujet ». Eh bien si, c'est un sujet, et ça se voit au premier chef en ce qui concerne les enfants. Au Secours populaire, ça se voit au premier chef par l'augmentation considérable de mamans seules qui viennent aux permanences d'accueil et de solidarité en disant est-ce que vous pouvez nous aider à avoir de quoi manger? C'est pas possible que ça continue et que ça se développe. Alors, je vous dis, c'est pas possible. Bien sûr, tous les jours qui passent, on s'en occupe. Mais il doit y avoir une prise de conscience collective. Chacun, à sa mesure, peut contribuer. Mais ceux qui sont en charge doivent prendre la mesure de cette situation et ne pas se contenter d'aligner « nous avons résolu parce qu'il va y avoir un versement automatique des prestations ».
sur les comptes des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire pour des personnes dont on a bloqué le compte? Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne, pour des personnes qui ne peuvent plus, enfin, personne ne parle des cartes bancaires, qui sont les cartes bancaires sur lesquelles il n'y a pas de relief. Qu'est-ce que c'est qu'une carte bancaire qui n'a pas de relief? C'est la carte des pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a cette carte bancaire, eh bien, on ne peut pas sortir l'argent même quand on l'a, parce que les obligations, évidemment, sont prises d'abord sur le compte. Donc, en ce qui concerne le Secours populaire, moi, je peux vous tenir toute la nuit sur le sujet. Mais avant d'aller aussi loin, quand même, ça n'est pas possible que les personnes qui sont en charge considèrent que parce qu'elles ont supprimé les services publics, elles ont supprimé la pauvreté. Comment peut-on même avoir ça dans la tête? Parce qu'ils sont comme nous, ils ont une tête. Donc, il y a un vrai problème de prise de conscience. Au Secours populaire, il nous a été posé cette question. Est-ce que vous voyez arriver plus de monde? Oui. Nous pensions qu'avec la Covid, on avait fait le tour. Nous espérions que la situation se stabiliserait et irait en s'améliorant. La réalité, ce n'est pas cela. Et on a entendu beaucoup d'explications, on a entendu beaucoup d'arguments, mais pour nous, qu'est-ce que je vais vous dire? La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Concrètement, les personnes qui viennent nous voir, c'est parce qu'elles n'ont pas pu faire autrement. Personne ne vient au Secours populaire en dehors de venir pour aider les autres, simplement pour le plaisir de voir que la porte est ouverte. C'est parce qu'il y a une difficulté. Ce qu'essaye de faire le Secours populaire, et ce qu'il réussit souvent, pas toujours, mais ce qu'il réussit souvent, c'est de dire aux personnes qui viennent au Secours populaire que, un, elles n'ont pas à avoir honte, que deux, on va voir comment on peut les aider, que trois, on va voir qu'est-ce qu'il est possible d'activer, et que quatre, elles peuvent aussi en aider d'autres autour d'elles, et que c'est par ce système de dissémination de la solidarité entre toutes les catégories concernées qu'il est possible de faire changer l'état des choses. Pour nous, on pèse sur les conséquences et le fait qu'on pèse sur les conséquences nous permet de mesurer concrètement l'efficacité de ce qu'on fait. Et nous pensons vraiment qu'il y a aujourd'hui une question majeure. Et on peut nous expliquer qu'on se trompe, on peut nous dire aujourd'hui à l'heure qu'il fait jour, eh bien non, il ne fait pas jour, il fait nuit, et donc on doit tenir compte du réel. Tous ceux qui ont des doutes sont accueillis au Secours populaire quand ils le veulent, et ils pourront écouter et échanger directement avec les personnes qui sont rencontrées, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs besoins. Il n'y a pas de problème particulier. C'est quand même extraordinaire que ce soit le Secours populaire qui ait dû, au moment de la Covid, dire au pouvoir public de l'époque que les chiffres qu'ils avaient n'étaient pas les bons parce que simplement ils avaient un an de retard. Ils avaient un an de retard parce que curieusement, les statistiques, elles sont à année terminée et que évidemment, la Covid a eu le mauvais goût de commencer en début d'année et que donc les chiffres qu'ils avaient à la moitié de l'année, c'était les chiffres de l'année 2019 alors que la Covid avait commencé à frapper après. Il a fallu que ce soit le Secours populaire qui le dise. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, ceci dit, ça a été entendu, des mesures ont été prises, mais maintenant, on va dire la Covid s'est passée, la situation des personnes ne s'est pas améliorée. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit améliorée. Nous faisons tout le possible. Nous invitons tout le monde d'ailleurs à s'y joindre, mais nous invitons tous ceux qui sont en charge à en prendre la mesure. Merci beaucoup. Je vous restitue les interventions en tout mode écrit, questions-réponses. D'abord, un de nos auditeurs, comment dire, je ne sais pas comment dire, pas dire téléspectateurs, enfin, non, participants à notre réunion en visio, euh, du réalité du secours, donc Monsieur Delahaye, du réalité du secours populaire, et souvent autour de moi, je parle de l'écoute et du voir, surtout quand on est militant engagé. Oui, il faut parler vrai. Donc il y a cette perception de l'existence d'une pauvreté qui est à la fois chez un militant, là, parmi
nos, nos auditeurs, mais qui est occulté ailleurs, hein. C'est ce que je disais un peu en intervenant. Moi, ça, en début de mon intervention, je suis très, très frappé par ça. C'est quelque chose que cacher cette pauvreté que je ne saurais voir, évidemment. Question ou remarque de Monsieur Hulpert. En tant que président d'un comité de secours, je constate une autre précarité énergétique, électricité, gaz, etc., des familles de plus en plus nombreuses qui ne peuvent plus assumer leurs factures. J'ai connu une augmentation de 40% de personnes bénéficiaires depuis 2 ans et des demandes d'aide financière de plus en plus nombreuses, en plus de l'aide alimentaire et vestimentaire. Comment subvenir par de nouveaux moyens humains et financiers à ce débordement de la précarité? Je me permettrai de rajouter, de prolonger cette question sur la précarité énergétique, que nous n'en sommes, comment dire, malheureusement qu'au début, puisque pour l'instant, les factures n'ont pas été véritablement répercutées. Donc la précarité énergétique était bien connue, si j'ose dire, bien cernée, puisque c'est un problème de logement et de passoires thermiques, hein, pour l'essentiel, pas tout. Mais je crois qu'il faut craindre, compte tenu de la libéralisation, le vilain mot est lâché, mais de la libéralisation du marché de l'énergie et de l'électricité en particulier. Et pour le gaz, c'est fait. Pour l'électricité, il y a encore des tarifs réglementés. Mais il est à craindre que les mois, sinon les années à venir, ne voient une explosion. Malheureusement, je pense que c'est une question qu'il faudra traiter par ailleurs sur le fonctionnement du marché de l'électricité, du pseudo-marché de l'électricité. Mais est-ce que vous, madame, vous avez euh, un constat d'ores et déjà d'une montée, puisque vous évoquiez la Ah montée, oui, oui, bien cette montée de sûr, la pauvreté, une montée de la Évidemment, précarité au sens, évidemment, je ne peux pas, de plus en plus de gens ne peuvent plus payer leurs factures, sachant absolument. qu'on n'en est qu'au début malheureusement, ce choc euh, énergétique. Et de ce fait, ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure sur les comptes bancaires des personnes dont les cartes bancaires sont les cartes sans relief. Il est clair que les factures qui ne pourront pas être honorées, à moins d'un dispositif pour l'instant inconnu, vont faire que ceux qui ont à récupérer l'argent correspondant ne se limitent pas à envoyer de nouvelles factures avec des montants qui s'ajoutent aux montants antérieurs. Et donc, c'est évident que la question va se poser et qu'elle va se poser aussi, et très fortement, dans l'ensemble de ce qu'on appelle les logements sociaux. Ça, c'est tout à fait évident. Ce n'est pas seulement la question des loyers, c'est aussi la question des charges. Et il peut nous être expliqué tout ce qu'on veut sur mais non, n'ayez pas d'inquiétude. L'expérience du Secours populaire lui fait être sûr qu'il a toute raison d'avoir des inquiétudes. Donc, nous allons bien sûr continuer de développer une campagne de solidarité importante. La démarche du Secours populaire, ça consiste non pas à donner de l'argent aux personnes, mais à régler directement les structures qui envoient les factures en examinant cas par cas ce qu'il peut y avoir comme réduction au regard de la situation, mais nous sommes sûrs que nous allons avoir des problèmes très importants sur ces sujets-là. Et à ma connaissance, et je crois avoir à peu près suivi ce qu'il en est des décisions de la puissance publique, je crois qu'il a été envisagé de verser aux personnes en dessous de je ne sais plus quel seuil 100 euros. Il me semble que la décision, pour utile qu'elle soit, ne tient pas compte de la réalité de ce qu'est une facture. Donc, il va bien falloir remettre le sujet sur la table, c'est évident. Le Secours populaire essaye de voir les choses de façon sérieuse, adaptée, adéquate, mais les décisions que nous subissons les uns et les autres, nous essayons de voir quelles mesures peuvent être prises.
Mais nous n'avons pas des coffres ouverts dans lesquels il y a plein de lingots qu'on puisse distribuer. Donc, il n'y a pas de mystère. Il y a une responsabilité collective. Ce n'est pas seulement de la puissance publique. Il y a une responsabilité collective qui doit concerner l'ensemble de ceux qui ont capacité de décision dans notre pays. Merci beaucoup, madame. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose de passer sans plus attendre à l'intervention de madame Brunner. Madame Brunner, vous allez, vous, plutôt nous parler statistiques, description, analyse. Peut-être pourriez-vous d'abord nous parler, nous présenter l'Observatoire des inégalités. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Parce que le Secours populaire est, je crois, bien Tout le monde connu, connaît, bien, oui. oui, connu. On croit connaître le Secours populaire, mais on ne fait pas tout. Mais l'Observatoire des inégalités, c'est peut-être un organisme moins présent, enfin moins présent dans nos consciences pour l'instant, Sans aucun doute, hein. malheureusement. Donc, peut-être pourriez-vous nous présenter votre institution, votre organisation, et puis ensuite donc, passer à cette description des nouveaux visages de la pauvreté, pour autant qu'il y ait des nouveaux visages d'ailleurs. Entendu, merci. En effet, l'Observatoire des inégalités est beaucoup, beaucoup plus petit et modeste que le Secours populaire. Il est un organisme indépendant qui a été créé il y a 20 ans cette année. On va fêter le 20e anniversaire de l'Observatoire, hein, sous une forme associative et à Tours, qui plus est. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi on est moins connu et moins présent à Paris notamment. Alors, vous montrez, Monsieur Rigaudia, notre dernière publication, le rapport sur la pauvreté en France. C'est certainement ce qui me vaut votre invitation, hein, je vous en remercie. On dresse un état des lieux des inégalités dans tous les domaines. Donc, les questions d'argent, on va en parler ce soir. On a aussi publié il y a quelques mois un rapport sur les riches, mais aussi les inégalités dans d'autres domaines, partout où on peut les constater. Je pense notamment à l'éducation, à l'école, au travail et à l'emploi. Et puis, en termes de mode de vie, là, les domaines sont très vastes, hein. Ce qui me vient en premier, peut-être, c'est la santé, le logement, mais ça concerne aussi les pratiques culturelles, l'accès au sport, aux vacances, la fracture numérique, hein, tous les sujets qui ont été évoqués par Madame Steinberg. Cet état des lieux, notre objectif, c'est de le rendre le plus accessible, factuel d'abord, hein, parce qu'on utilise beaucoup les données chiffrées, c'est ce que je vais faire en ce qui concerne la pauvreté ce soir, et on veut le rendre accessible à toute personne, notamment toutes les personnes qui ne sont pas experts de ces données. Pour que on puisse s'en saisir, les comprendre sans être un chercheur, un économiste ou un sociologue spécialiste de la question. Et puis, on essaie de les mettre au service du plus grand nombre. On est indépendant de tout parti politique, syndicat, autre association ou école de pensée, mais on espère équiper notamment toutes les organisations qui luttent contre les inégalités et la pauvreté avec des données chiffrées et des analyses. Concrètement, on le fait avec un site internet et puis avec des publications, on en a parlé. On le fait aussi avec des outils pédagogiques en direction des jeunes. On a un Monopoly des inégalités qui fonctionne très bien dans les collèges et lycées, les structures jeunesse, et un concours auquel viennent de répondre 3000 jeunes là, de vidéos et d'affiches. Voilà pour les présentations. Hein. Merci de m'avoir offert cette petite possibilité de le faire. Cette indépendance, on la doit à nos donateurs. Donc, vous avez eu la gentillesse en annonçant cette session de votre séminaire de faire la publicité de notre rapport. Mais voilà, acheter une publication à l'Observatoire des inégalités ou lui faire un don, c'est permettre à l'organisation d'exister et d'être indépendante. Je poursuis peut-être avec ce que vous m'avez demandé de traiter, hein, cette question de est-ce qu'il y a des nouveaux visages de la pauvreté avant de discuter du... Pardon, parce que tout à l'heure j'ai manqué à mes devoirs. Je rappelle à nos participants qu'ils peuvent poser des questions par le biais du petit pictogramme QR, questions-réponses. Je me ferai votre interprète auprès de nos intervenants pour mener le débat que nous souhaitons tous après l'intervention
en l'occurrence de Madame Brunet. Voilà, je vous laisse Très bien. totalement la parole. Merci. Peut-être si vous repérez dans les questions un problème de compréhension de ce que je vais dire, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, pour la discussion. On prévoit un temps pour le faire, mais s'il y a un mot ou l'autre que j'utilise que je n'ai pas assez expliqué, n'hésitez pas à me le signaler. Où est-ce qu'on en est de la pauvreté aujourd'hui? Donc, c'est l'état des lieux qu'on essaye de faire tous les 2 ans à travers notre rapport sur la pauvreté en France, hein, qui vient tout juste de paraître. Il est tout chaud. Comme l'a signalé Madame Steinberg, je me sens entièrement concernée et critiquée par cela. Les données ont voire plusieurs années de retard, hein, parfois, puisqu'on utilise principalement une approche monétaire, je vais vous l'expliquer. Donc, il faut déjà qu'on ait touché nos revenus, puis qu'on les ait déclarés, puis que l'INSEE les ait traités pour qu'on puisse avoir des éléments factuels, chiffrés sur l'évolution des revenus en France. Alors, où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on mesure ce chiffre? Je vais partager avec vous quelques graphiques et tableaux. Donc, je prends le temps de partager mon écran pour vous montrer ce que j'ai prévu de vous montrer. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Très bien, merci. Donc, un tableau qui vous montre, voilà, hop, qui vous montre, excusez-moi, hop, je suis en train d'organiser mon écran. J'y arrive pas bien, mais un tableau qui vous C'est montre, très bien, là. Hein. d'accord, Franchement, c'est très tant mieux, qui vous montre que on compte, je prends la ligne du milieu, 4,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Sur l'ensemble de la population française, c'est près de 5 millions de personnes qui ont un niveau de vie inférieur à 940 euros par mois, et ça représente près de 8% de la population. C'est le chiffre de 2020, je vous le dirai peut-être à plusieurs reprises, mais en tout cas c'est important que je le fasse là. L'INSEE l'a publié, c'est le dernier disponible, tout en disant, et c'est la première fois qu'on voit ça, que l'Institut national de la statistique ne le valide pas. Les conditions de collecte des données en 2020 étaient tellement extraordinaires qu'il publie donc ce chiffre sans le valider. Donc, je le transmets de leur part. 940 euros, c'est le seuil de pauvreté par mois. Pour une personne seule, ça représente 2 000 euros pour un couple avec deux jeunes enfants. Et c'est exprimé après les prestations sociales. Et un autre chiffre qu'on entend très souvent dans le débat public, c'est l'autre seuil, le seuil de pauvreté de 60% du niveau de vie médian. Donc là, j'ai utilisé le seuil de 50%. Il est un peu plus élevé, donc il est à 1 128 euros par mois et ça représente 9 millions de personnes pauvres, 14% de la population française. Alors comment est-ce que ces seuils de pauvreté sont fixés? C'est une proportion du niveau de vie médian. Le niveau de vie médian, c'est celui qui partage la population en deux. Imaginez tous les Français classés à la queue leu, hein, du plus pauvre au plus riche. Celui du milieu, hein, c'est le médian, 1 880 euros après impôts et prestations sociales pour une personne. Et si on fixe le seuil à la moitié de ce montant, ça fait 940 euros. C'est le seuil que nous retenons le plus souvent possible à l'Observatoire des inégalités. Alors, vous pourriez me reprocher de minimiser la pauvreté en choisissant un seuil de pauvreté plus bas que celui qu'on entend communément dans le débat public. C'est conscient, assumé de notre part, non pas qu'on le minimise, mais que ça représente, à notre sens, une population plus homogène. Et qu'il n'y a pas besoin forcément d'en rajouter pour s'inquiéter de ces 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 940 euros par mois pour une personne seule. Donc, Pardonnez-moi, je vous interromps, une petite précision pour nos participants. Le seuil de 60%, c'est 60% du revenu, enfin du du niveau de niveau de vie vie médian. médian. C'est une statistique qui est européenne, qui est harmonisée, Oui, tant bien que mal, mais enfin qui est harmonisée, ce qui permet de faire des comparaisons entre pays. Hein. Donc c'est une norme, si j'ose dire, statistique reconnue et qui est publiée par Eurostat de c'est ça. façon régulière. Hein. Donc c'est pas une fantaisie de l'INSEE ou de je ne sais trop qui, c'est une donnée statistique qui a été harmonisée et qui Oui, permet des comparaisons internationales. Le exactement. seuil de 50% n'est pas collecté, à ma connaissance, par Eurostat, donc il est difficile de faire des comparaisons internationales. Il y a longtemps que j'ai pas été regarder ces chiffres sur Eurostat, mais en tous les cas, c'est une statistique française, le 50%. Le 60% est une donnée internationale.
Alors, on peut trouver des données européennes au seuil à 50, mais vous avez tout à fait raison, hein, c'est la demande d'Eurostat qui a fait bouger la norme française. Hein. Pendant longtemps, le seuil de pauvreté le plus communément utilisé en France était 50%. Aujourd'hui, c'est le seuil à 60% sous l'influence d'Eurostat. L'OCDE, néanmoins, et puis toujours l'INSEE, hein, continue de diffuser ce seuil. Par moment, j'essayerai de bien penser à vous le préciser. Certaines données que je vais vous présenter ne sont pas disponibles à ce seuil de 50%. Si je vous dis rien, c'est que c'est le seuil à 50. Et il faut que je pense à vous préciser quand ce n'est pas le cas, notamment lorsqu'on n'a pas les données disponibles. Alors, comment est-ce que la pauvreté a évolué ces dernières années dans notre pays? Voilà le taux de pauvreté en France pour les 3 seuils. Le taux de pauvreté, donc c'est la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Plusieurs éléments dans ces courbes d'évolution qui remontent au début des années 70. La première chose, c'est que pendant des décennies, probablement des décennies qui ont précédé également en 1970, la pauvreté diminuait dans notre pays. On était un pays qui s'enrichissait, où le niveau de vie médian s'élevait. Et pendant ce temps-là, la part de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté se réduisait. Et au milieu des années 80, voire au début des années 90, rupture avec cette tendance historique de très long terme, la pauvreté cesse de baisser, voire elle augmente même dans des proportions inquiétantes à certaines périodes. Hein. Si j'avais coupé la courbe entre le début des années 2000 et 2012, eh bien là, on a vu la pauvreté augmenter de façon tout à fait significative dans notre pays. Alors aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, on tient plutôt un discours à l'Observatoire des inégalités pour dire que sur les 15 dernières années, eh bien finalement, malgré les oscillations, on est plutôt à un niveau assez stable. Le taux de pauvreté aujourd'hui de 7,6%, en tout cas en 2020, qui est annoncé par l'INSEE, il est l'équivalent de celui qu'il était 20 ans plus tôt. En termes de nombre de personnes pauvres, en revanche, la population française a augmenté et donc le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté a augmenté. Ça représente 500 000 personnes de plus en 10 ans, 900 000 en 20 ans, si je retiens la courbe du milieu, le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie médian, donc les 940 €. Je précise aussi que là, donc, on a une mesure monétaire de la pauvreté, mais il y a un certain nombre de catégories de la population dont les revenus sont mal connus, mal collectés par l'INSEE, et que dans ces catégories, on va trouver une proportion importante de personnes pauvres. Donc, on l'a très souvent signalé, estimé. Pour la première fois, assez récemment, l'INSEE a publié cette estimation de 1,6 million de personnes pauvres qui ne sont pas comptabilisées lorsqu'on mesure la pauvreté. Alors, ce 1,6 million, il est estimé au seuil à 60%, donc avec un seuil de pauvreté un peu plus élevé, et il se compose des personnes les plus pauvres, hein, qui sont très mal repérées par les enquêteurs de l'INSEE qui vont dans les ménages ordinaires pour demander le niveau des revenus des Français. C'est notamment les sans-domicile, les personnes qui vivent dans des habitations mobiles, hein, les gens du voyage ou des campings à l'année, les personnes qui ne vivent pas dans des ménages ordinaires mais qui sont hébergées en communauté. Je pense en particulier aux EHPAD, mais aussi aux prisons, où il y a un grand nombre de personnes avec des revenus très faibles. Et puis les ménages étudiants qui sont retirés de ces études sur les revenus et dont une proportion importante et pauvre. Et puis, et là c'est massif, hein, ce sont les habitants des départements d'outre-mer, dont les revenus sont bien mesurés, mais ils sont publiés avec un décalage dans le temps, ce qui fait que quand je vous disais tout à l'heure 5 millions de personnes pauvres, ben, ça ne comptait pas les habitants d'outre-mer, dont on connaîtra le nombre pour la part qui est pauvre 1 ou 2 ans plus tard. Et puis, il y a bien d'autres manières de mesurer la pauvreté. J'ai voulu aussi, par rapport à votre question sur les nouveaux visages de la pauvreté, évoquer la précarité énergétique. Il y a des indicateurs qui ont été développés pour la mesurer. Ici, je vous présente le taux de précarité énergétique. Donc, c'est la part des ménages
qui répondent à 2 critères. D'abord, ils appartiennent aux 30% les plus pauvres en termes de revenus. Et deuxième critère, leurs dépenses d'énergie sont supérieures à 8% de leur budget. Donc, ils ne sont pas forcément pauvres monétairement, hein. Les 30% les plus pauvres, c'est moins restrictif que notre taux de pauvreté. Mais par contre, ils sont dans les ménages modestes ou des catégories populaires et ils ont un taux de dépenses qui est très difficile à supporter, qui demande des arbitrages extrêmement difficiles à faire. Alors, cette courbe, elle a eu plutôt tendance à diminuer sur 10 ans depuis que ce taux est mesuré, pour 2 raisons. D'abord, la météo. Donc, vous voyez qu'on la corrige aussi des variations météorologiques pour passer de la courbe bleue à la courbe noire. Et puis aussi d'une amélioration très progressive des conditions de logement. Mais comme vous le signaliez hein, tout à l'heure, il est à craindre, et ce sera un indicateur à suivre, hein, il est à craindre que ça devienne un nouvel indicateur majeur de suivi de la pauvreté dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté? Donc, je vais vous parler maintenant des personnes qui sont comptées sous ces 940 € par mois. Un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles ont des revenus beaucoup plus faibles, hein. C'est les personnes dont parlait tout à l'heure Madame Steinberg, qu'on va retrouver dans les associations de lutte contre la pauvreté et les accueils du Secours populaire ou d'autres grandes associations, et d'autres sont plus proches du seuil, donc une grande diversité. Néanmoins, la pauvreté, elle ne frappe pas du tout par hasard. Il y a des caractéristiques qui font que certaines catégories de la population sont beaucoup plus exposées que les autres. D'abord, l'âge. On en a parlé déjà dans la première partie avec les personnes qui viennent aux accueils du secours populaire. La moitié des pauvres ont moins de 30 ans, avec 2 catégories très différentes dans ces moins de 30 ans. D'abord les enfants. Nous, à l'Observatoire des inégalités, on dit souvent il n'y a pas d'enfants pauvres, il y a des enfants de pauvres, hein, pour signaler là que c'est vraiment la situation de leurs parents qui ne permet pas aux parents d'avoir des revenus suffisants pour les faire vivre correctement. Et puis, complètement une situation tout à fait différente, les 18-29 ans, qui là, eux, au contraire, sont des jeunes adultes qui essayent de parvenir à l'autonomie économique et qui n'y parviennent pas et qui sont confrontés, notamment pour les jeunes des milieux les plus populaires et les moins diplômés, à des difficultés de plus en plus longues d'insertion. Et là, c'est la difficulté d'accéder à un emploi stable, régulier, rémunérateur qu'on observe quand on regarde leur taux de pauvreté. Il y a 19% des 18 à 29 ans qui sont pauvres. C'est cette tranche-là d'âge qui est la plus exposée à la pauvreté. Et c'est un phénomène qui n'a rien de nouveau, mais qui s'amplifie, qui s'est amplifié de façon tout à fait notable sur les 20 dernières années. Ce graphe présente l'évolution de la part des personnes pauvres dans la population de chaque âge. Donc, il paraît un peu compliqué, mais si je veux le simplifier à grands traits, je dirais que plus on est jeune, plus on a de risque d'être pauvre, et plus on est âgé, et moins c'est le cas, hein. Et si je regarde l'état en 2019, hein, le dernier point de nos courbes, eh bien, vous voyez que les 18-29 ans, la courbe noire, c'est la courbe qui est la plus haute, hein, donc c'est ce que je vous disais, les jeunes adultes sont les plus exposés à la pauvreté, les moins de 18 ans sont juste après, les courbes du milieu représentent les âges moyens, et puis tout en bas, les personnes âgées. Donc, par rapport à la pauvreté très forte qu'on pouvait trouver dans les années 70, vous le signalez tout à l'heure chez les personnes âgées, c'est un progrès social important que de constater qu'aujourd'hui, leur taux de pauvreté oscille aux alentours de 3%, ce qui représente encore des centaines de milliers de personnes avec des perspectives de voir leur situation s'améliorer, bien moindre que celle des jeunes, puisque une lecture fausse, hein, techniquement, qu'on pourrait avoir de ce graphe, c'est que eh bien, on peut espérer que les jeunes pauvres d'aujourd'hui, en accédant à un CDI, accèdent aux tranches d'âge supérieures et donc beaucoup moins de risques d'être exposés à la pauvreté.
Cette augmentation de la pauvreté des jeunes, pour nous, c'est un phénomène massif. Encore une fois, ça ne touche pas tous les jeunes, mais vraiment les jeunes les moins diplômés. Pardon, je vous interromps parce que il y a une question qui nous est posée, qui vous est posée. Le seuil de pauvreté est-il par personne ou par famille? Je pense qu'il faut Oui, préciser. en effet, c'est important pour bien me suivre. Quand je parle de 940 euros, c'est pour une personne seule. Ça représente à peu près 2000 euros pour un couple avec deux jeunes enfants. Donc, on prend les revenus de l'ensemble du ménage et on les divise par le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Mais évidemment, on ne va pas compter le même nombre de parts, pour parler un peu comme les parts fiscales des impôts. Là, en fait, c'est dans le langage des statisticiens, il faudrait dire les unités de consommation. On ne va pas compter le même nombre de parts pour un petit enfant et pour un adulte. Le Je vois deuxième, Madame Steinberg qui sourit, c'est l'ancienne du Crédoc, j'imagine, qui réagit à la notion d'unité de consommation. voilà, donc le deuxième adulte compte pour une demi-part, de même que les enfants de moins de 14 ans, et puis les enfants de moins de 14 ans comptent pour euh, 30, pour 0,3 parts. C'est une norme qui est largement utilisée dans la statistique internationale et qui correspond à des budgets de consommation qui ont été établis parce qu'on n'a pas besoin d'une deuxième chaudière, d'une deuxième cuisine quand on se met en couple, par exemple, ou quand on a, ou pour chaque enfant. Donc, ça reflète ces besoins différenciés en fonction du nombre de personnes qu'on est dans un ménage. Et ça permet de comparer les revenus d'une famille et puis celle d'un célibataire, par exemple, puisque évidemment, avec 1000 euros, eh bien, on n'est pas dans la même situation s'il y a une personne dans le ménage ou s'il y en a trois. Voilà un petit peu comment sont construites les statistiques sur les inégalités de revenus en général et sur la pauvreté en particulier. Je vous ai parlé donc de l'âge. Dans notre précédent rapport, on insistait vraiment fortement sur la pauvreté des jeunes adultes, qui reste pour nous le phénomène qui a le plus augmenté ces dernières années. Je vous ai pour preuve apporté un petit tableau, alors qui date déjà, mais qui est tout à fait exceptionnel dans les données que fournit l'INSEE. Je vous disais que c'est l'ensemble des revenus du ménage qui sont pris en compte et du coup on cerne assez mal les revenus des jeunes qui peuvent être aidés par leurs parents. Donc cette enquête assez unique qui a été réalisée en 2014 et dont les résultats ont été publiés en 2020, 2021 seulement, montre ce qui se passe pour les jeunes lorsqu'on compte toute l'aide qu'ils reçoivent, soit de l'État, sous forme d'APL par exemple, ou de bourse pour les étudiants, de leurs parents, et puis leurs revenus du travail. Et ce qu'on constate, c'est que les plus pauvres d'entre eux sont extrêmement pauvres. Pour les 10% les plus pauvres de ces jeunes de 18 à 24 ans, on va trouver un revenu maximum de 177 euros. Alors, vous pourriez me dire, oui, bon, un jeune qui vit chez ses parents, qui est étudiant et qui est logé, nourri, blanchi, avec, en l'occurrence, maximum 119 euros pour les plus pauvres, ben, tout va bien pour lui. Mais en revanche, si on s'intéresse maintenant aux jeunes dans un logement autonome, ce qu'on observe, c'est 10% des jeunes qui ont quitté le foyer de leurs parents et qui, toute aide des parents comprise, voilà, toute allocation comprise, vivent avec moins de 365 euros par mois. Et pour 50% de ces jeunes, c'est le niveau de vie médian de ces jeunes qui vivent dans un logement autonome, c'est 939 euros. On n'est pas très loin de pouvoir dire qu'il y a la moitié des jeunes de 18 à 24 ans qui, toute aide comprise, vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà les très faibles revenus d'une partie des jeunes. Je poursuis maintenant dans mon portrait des personnes concernées par la pauvreté. L'autre élément majeur, c'est la forme de la famille. Et là aussi, il y a une évolution dans le temps à signaler. Actuellement, il y a 48% des pauvres qui sont célibataires. C'est pour à peu près moitié-moitié des célibataires, des personnes seules et puis des familles monoparentales. Et le taux de pauvreté des familles monoparentales, il est le 19% après le versement des prestations sociales, alors qu'il est seulement de 7% pour les familles, les couples avec des enfants. Pas seulement.
En tout cas beaucoup plus fort que pour les couples avec des enfants. Et là aussi, c'est un des critères qui ont évolué dans le portrait des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sur les 25 dernières années. Vous voyez que là, cette fois, la courbe noire représente les familles monoparentales. Donc, il y a eu une augmentation sensible du taux de pauvreté pour ces familles, parallèle à l'augmentation dans la population du nombre de ces familles. C'est-à-dire que leur part dans les personnes pauvres a augmenté du fait de deux événements conjoints, l'augmentation du risque d'être pauvre pour ces familles et l'augmentation de leur nombre du fait de l'évolution de la société. Voilà, on peut remarquer aussi que c'est un phénomène à surveiller là, dans les années à venir. On voit aussi la pauvreté des personnes seules de moins de 65 ans augmenter. La moitié des adultes pauvres sont inactifs et je devrais préciser que pour la plupart d'entre eux, ce sont des inactifs non retraités. Ce qui n'empêche pas les actifs d'être toujours fortement frappés par la pauvreté, puisque l'autre moitié des adultes pauvres sont des actifs, donc soit des gens qui travaillent, soit des chômeurs, et ce sont en particulier des chômeurs, puisque le taux de pauvreté le plus élevé, on va le trouver chez les chômeurs. 26% des chômeurs sont pauvres, et ça aussi, c'est une proportion qui augmente. Je vous le disais, donc on peut travailler et être pauvre. Ça concerne 1 million de travailleurs pauvres. Ce nombre a fluctué, mais ce n'est pas là que se situe, je dirais, l'augmentation la plus importante de la pauvreté, puisque vous voyez que le nombre de personnes qui travaillent et qui se trouvent sous le seuil de pauvreté fluctue entre 1 million et 1,2 million sur la période qu'on regarde au seuil de pauvreté fixé à 50% du niveau de vie médian. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler et gagner moins de 940 € dans un pays qui a un salaire minimum, le SMIC, fixé au-dessus de ce seuil de pauvreté? Eh bien, plusieurs phénomènes se conjuguent. D'abord, je vous l'ai dit, ça dépend de la taille de la famille. Donc, quand avec un seul salaire, on doit faire vivre un conjoint, voire des enfants avec un SMIC, eh bien, on est sous le seuil de pauvreté. Et puis, l'autre élément, c'est l'augmentation dans les dernières décennies du chômage et de la précarité du travail. On peut être compté aujourd'hui comme travailleur par l'INSEE, mais dans l'année qui précède, lorsqu'on regarde tous les revenus touchés sur une année, être passé par des périodes de chômage ou d'inactivité, et donc ne pas avoir eu un revenu stable, notamment quand on est dans un contrat précaire en intérim ou en CDD, avec sur l'année complète un revenu insuffisant pour atteindre le seuil de pauvreté. Là, je voudrais souligner aussi le fait que la pauvreté touche massivement les catégories populaires, les moins diplômés. J'aurais pu exprimer ça aussi en termes d'appartenance sociale, de catégories socio-professionnelles. 80% des pauvres ont au mieux le bac, 60% un niveau de diplôme faible, avec au mieux un CAP ou un BEP. Et les données sont comparables quand on regarde la CSP. Autre élément, les immigrés sont surreprésentés. Alors, ils représentent 21% des personnes pauvres et ils ont un taux de pauvreté beaucoup plus élevé que les non-immigrés, puisque 19% des immigrés sont pauvres. Ils conjuguent d'ailleurs ils appartiennent à plusieurs des catégories précédemment mentionnées. Ils sont souvent plus jeunes, ils ont souvent des enfants, ils sont souvent moins diplômés que les personnes nées en France. Et puis, au-delà de leur appartenance aux catégories populaires, les immigrés sont aussi frappés par des discriminations qu'on continue de voir attestées par les opérations de testing, par exemple. Donc, je vous Madame renvoie vers Bonner, notre site. peut-être penser à aborder la conclusion, D'accord, puisque très bien. nous avons un J'y certain nombre arrive. de questions. D'accord. Donc,
ils sont confrontés à des discriminations, y compris des discriminations légales, puisqu'il y a un emploi sur 5 en France qui interdit aux personnes étrangères nées en dehors de l'Union européenne. Et puis, je voulais vous dire un petit mot aussi, c'est moins souvent connu et plus difficilement chiffré. Là, on est sur un seuil à 60%, 12% des adultes pauvres sont handicapés. Et chez les handicapés d'âge actif, hein, le taux de pauvreté est également extrêmement élevé, avec 20% des 15-59 ans handicapés qui sont pauvres. Voilà. Peut-être un dernier élément avant de conclure, c'est mon dernier graphique, je vous rassure. Je voulais vous parler aussi de la persistance dans la pauvreté. Se dire que là, j'essaie de dresser un portrait et voir comment ça a évolué au cours du temps. Donc, plus d'inactifs, plus de jeunes, plus de chômeurs, et puis plus de familles monoparentales dans les portraits des familles pauvres. Mais attention tout de même, ce ne sont pas forcément... et puis plus de pauvres aussi, je vous l'ai dit, en nombre depuis 15 ans. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes sur ces 15 ou 20 années qu'on a regardées. Les pauvres d'aujourd'hui ou les pauvres d'il y a 20 ans ne sont pas les pauvres d'aujourd'hui. Donc, je voulais vous donner un petit élément qui permet de le repérer. C'est un indicateur de persistance dans la pauvreté. La France se situe ici avec une part de la moitié à peu près des personnes pauvres dont on a parlé, qui étaient pauvres aussi 2 années sur les 3 qui précèdent l'année de l'enquête. C'est-à-dire qui étaient pauvres plusieurs années consécutives. Ça veut dire qu'il y a l'autre moitié qui a été pauvre une année et pas les autres années. Donc, il y a aussi des trajectoires à regarder et c'est pas la même chose c'est pas le même vécu d'être pauvre une année à la suite d'une séparation ou du chômage et de le rester plusieurs années. Donc, ça, c'est également un élément qu'il faudrait prendre en compte pour analyser la population touchée par la pauvreté. Voilà, j'arrête là mon partage de diaporamas et je suis à l'écoute de vos questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Nous avons un certain nombre de questions, de remarques et de questions. Je vais commencer par les questions, pas forcément dans l'ordre où elles sont arrivées. Alors, y a-t-il une différence, toujours Monsieur Delahaye, y a-t-il une différence entre la ville et la ruralité ou de la campagne, entre la ville et la réalité ou la campagne? Alors, je dirais il y a 2 manières de répondre à cette question, enfin, en tout cas 2 manières qui me viennent, il y en a très certainement beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a plus ou moins de pauvres en ville ou à la campagne, où vivent les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté? Alors, des personnes pauvres, il y en a partout. Il y en a dans les régions riches, dans les villes riches, il y en a dans les régions pauvres, etc. Ce qui est un phénomène important sur lequel on insiste souvent, c'est que 2 tiers des personnes pauvres vivent en ville, dans les grandes villes, le cœur des villes et leurs banlieues. On va trouver des taux de pauvreté les plus élevés dans ces grandes villes et en gros dans les quartiers d'habitat social, beaucoup plus élevés que dans le périphérique, par exemple, dans la couronne des grandes villes. On va trouver également des taux de pauvreté élevés dans le rural isolé, mais moins élevés que dans les grandes villes. Et surtout, ça représente beaucoup moins de personnes. Donc, massivement, les personnes pauvres, elles habitent en ville, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pauvreté rurale amplifiée par des difficultés de mobilité, notamment, et de manque d'emploi. Madame Stenberg, on Merci. a Oui, rendu compte tout à l'heure. oui. Madame Stenberg, je vous vois hocher la tête. Pour vous, la ville, la campagne et la pauvreté, vous voyez des différences, des importances, des publics différents. Comment au Secours populaire vous appréhendez ces milieux géographiques, si je veux dire? Je vais vous donner un exemple. Pendant la période du Covid, dans le Loiret, ce sont les paysans autour d'une famille qui se sont étonnés de ne plus voir du tout les enfants jouer dehors. Et comme ils avaient peur du fait des consignes qui étaient données de ne pas se rencontrer les uns les autres,
ils ont appelé la Fédération du Secours populaire du Loiret en disant « on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait que les enfants ne sortent plus ?» Et donc, le secrétaire général de la fédération a mis dans sa voiture des produits alimentaires et il est parti rencontrer la famille. Il y avait un papa et 2 enfants. Et dans le réfrigérateur, il restait un seul sachet de nouilles chinoises. Voilà, ça c'est la pauvreté en milieu rural. Je pourrais vous en raconter beaucoup, mais je ne veux pas du tout avoir une espèce de présentation misérabiliste. Nous sommes absolument lucides sur les problèmes de pauvreté en milieu rural et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à établir des relations plus importantes que dans le passé nous n'avions pas mis en place avec aussi bien le mouvement mutualiste paysan au sens très large, mais aussi avec les mouvements paysans parce que les personnes, les familles, les femmes seules se cachent parce qu'il y a de la honte à être pauvre. Et pour nous, au Secours populaire, cette situation est intolérable. Nous y prêtons la plus grande attention. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à développer des véhicules, l'acquisition de Solidaribus, c'est-à-dire de véhicules qui vont dans des lieux où il n'y a plus rien ni personne, plus de services publics, plus de commerce. Et donc, les personnes, si elles n'ont pas les moyens de se déplacer parce qu'elles ne peuvent plus payer l'essence, eh bien, elles font ce qu'elles peuvent. Mais dans notre pays, les ventes à la chandelle n'ont pas disparu. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et nous avons pris la décision, justement, à la suite de nos rencontres avec le monde agricole, de relancer ce qui existait dans le passé au Secours populaire, c'est-à-dire la possibilité pour des enfants d'aller dans des familles de vacances qui sont dans les campagnes. Parce que c'est aussi une façon de mieux prendre en compte les situations des uns et des autres en donnant aux uns et aux autres la possibilité d'une présence sociale. C'est très compliqué. C'est encore plus difficile en milieu rural. Et par exemple, je vais prendre l'exemple du chèque alimentaire. Alors, en dehors de l'avis qu'on peut avoir sur le chèque alimentaire, que je vous épargne parce qu'on va y passer la nuit, je voudrais juste signaler que lorsque une famille en difficulté reçoit des chèques qui sont utilisables dans les grandes surfaces, au milieu de la caisse, ça ne se voit pas. Il y a plusieurs personnes qui passent et chacun peut avoir un bon de ceci, un bon de cela. Et donc, il n'y a pas nécessairement une attention prêtée au support qui permet de payer. Mais dès qu'on sort des grands centres commerciaux, c'est-à-dire quand on va dans une épicerie où chacun se connaît et que la personne en difficulté sort ce qui est identifié par ceux qui sont autour par des chèques sociaux, elle a un sentiment de honte. C'est une situation insupportable. Pour nous, c'est une situation insupportable. Donc, la réalité en milieu rural, c'est qu'en milieu rural aussi, la pauvreté est grande et que ce n'est pas parce qu'il y a un jardin que d'un seul coup, il y a de quoi se nourrir. Et quand il y a des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc, nous pensons que le déplacement des véhicules qui permettent d'aller dans les différents lieux va nous permettre d'avancer sur ces sujets. Et nous utilisons un système qui est de dire, écoutez, vous avez des problèmes pour remplir vos formulaires numériques, pour remplir les dispositifs numériques divers et variés. Vous allez pouvoir les remplir avec ce camion dans lequel il y a un accompagnateur numérique, un conseiller numérique. Du coup, ça permet à des personnes de venir sans montrer qu'elles n'ont pas de moyens. Juste, elles disent qu'elles ne savent pas.
remplir les documents numériques. Et comme personne ne sait les remplir, du coup, il n'y a pas d'impression que ces personnes sont plus défavorisées que d'autres. C'est aussi pour nous une façon d'aider de façon solidaire et discrète et populaire les familles, les personnes seules, les personnes âgées dont les enfants sont partis parce qu'ils ne veulent pas reprendre l'exploitation. Donc ça, je parle de l'exploitation de la ferme, je ne parle pas de l'exploitation de l'homme par l'homme, hein, soyons clairs. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait précis pour le Secours populaire et nous avons rencontré une compréhension très profonde dans le milieu paysan, quelles que soient les organisations du monde paysan, quand nous avons abordé avec eux ces sujets. Parce que dans le passé, et chacun le sait, le Secours populaire, il s'est d'abord construit dans les lieux où il y avait des usines, dans les milieux prolétariens. Et notre prise de conscience de ce qui concernait le monde rural est venue dans nos fédérations où les amis qui sont dans les fédérations se sont rendus compte qu'il y avait des zones entières où il n'y avait personne en termes de soutien, mais où il y avait des grands besoins. C'est une prise de conscience récente. C'est une prise de conscience qui commence à avoir quelques années. En tout cas, ça s'est accéléré avec tout ce qui a été lié à l'augmentation de la précarité alimentaire. Parce que la question que s'est posée le Secours populaire, c'est qu'est-ce qui fait que les personnes n'ont plus de quoi se nourrir, alors que la France est un pays producteur. Quand on regarde les choses aujourd'hui, il y a des endroits où on se demande si on est toujours producteur, mais c'est un autre sujet. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des éléments auxquels nous n'avions plus porté pendant un certain temps la même attention que ce qui avait été apporté dans le passé, justement de cette possibilité de faire que les enfants aillent dans des familles où il y avait des fermes et découvrent ce qu'il en était. Mais il y a eu aussi une dégradation de la situation en milieu rural et il y a, je n'apprendrai rien à personne sur la désertification, et donc évidemment, c'est devenu plus fort pour nous et c'est devenu très très fort au moment de la Covid lorsqu'il y a eu des déclarations notamment de la présidente de la FNSEA disant écoutez, maintenant que les étrangers ne peuvent plus venir chez nous, si on ne peut pas embaucher quiconque, eh bien les fruits et légumes ils vont pourrir. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit au Secours populaire, attends, il y a quelque chose là, il faut qu'on aille voir. Et donc on a alerté, parce que c'est notre dispositif, on a alerté l'ensemble de nos fédérations en leur demandant de regarder autour d'eux et de voir concrètement ce qu'il en était. Donc, on va dire que la conscience s'est rebranchée sur ce sujet, si je puis dire, à l'occasion de la Covid. D'accord. Alors, nous avons peut-être je peux questions. dire un petit mot sur la ville quand même. Pas trop longtemps, parce que nous avons d'autres questions. Mais on va venir par le biais des questions à la ville. Deux questions de M. Hilper. Alors là c'est technique, ne serait-il pas utile de prendre en compte le reste à vivre par UC, par unité de consommation? Et puis, il remarque aussi, je crois que vous n'avez pas parlé, et donc c'est pour ça on revient à la ville. Oui. On a des quartiers avec des taux de pauvreté de plus de 40%, 42%, quartiers prioritaires de la ville, etc. Je rappelle qu'on avait un observatoire de la politique de la ville dans le temps, je ne sais pas s'il existe toujours, où on avait effectivement des taux de pauvreté, non seulement de 40%, mais plutôt de 50 à 60% dans certains cas. Je vous en prie. Du coup, deux questions qui permettent de revenir à la question de où on habite et comment on en tient compte ou pas dans les données que je vous ai fournies. L'idée de mesurer un reste pour vivre, c'est de signaler que là, moi, je vous ai parlé de revenus disponibles à l'échelle d'une personne dans un ménage. On ne tient pas compte des coûts du logement. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même chose de vivre pour une personne avec 900 € quand on est locataire, locataire du privé notamment, en dehors du logement social, ou propriétaire sans plus de crédit à
rembourser. C'est pas non plus la même chose de vivre à Paris avec ce revenu-là ou de vivre à Tours, dans ma ville, ou à la campagne. Donc, on pourrait dire le reste pour vivre serait une meilleure mesure. D'ailleurs, il y a des associations comme le Oui, Secours excuse-moi. catholique qui euh, travaillent sur les budgets des familles rencontrées et montrent la grande faiblesse Oui. du reste pour vivre des personnes qui sont accueillies. Ceci dit, il nous semble important tout de même de garder en tête que cette notion de niveau de vie, elle est essentielle pour comparer les personnes et leurs possibilités entre elles. Quand on veut mesurer les inégalités de revenus, c'est bien d'abord des revenus qu'il faut parler. Il n'y a qu'à voir à Paris l'immense disparité des revenus dans cette grande ville où on va trouver 300 000 pauvres, dans la ville où on va trouver aussi les plus riches de France. Et puis, alors, ils auront beau jeu, certains Parisiens, de dire qu'avec avec 2 000 euros, par exemple, ou avec 1 880 euros, le niveau de vie médian, on ne vit pas du tout pareil à Paris ou à Tours. Objection qu'on nous fait aussi pour notre seuil de richesse, qu'on fixe à 3 500 euros. Être riche à Paris, c'est pas la même chose qu'ailleurs en région. Il y a quand même la possibilité, et les riches ne s'en privent pas à Paris, de vivre dans tel ou tel quartier, ce que n'ont pas du tout les plus pauvres. Il n'y a qu'à faire quelques centaines de mètres entre l'ouest parisien puis juste de l'autre côté du périph'. Et on voit bien que quand on a les revenus suffisants, on choisit beaucoup plus facilement le lieu pour vivre, quitte à payer beaucoup, beaucoup plus cher son logement. Donc, si on mesurait pour eux le reste pour vivre, il me semble qu'on n'aurait pas non plus une mesure beaucoup plus juste de la richesse ou de la pauvreté en France. Et puis, les quartiers prioritaires, c'est là qui sont donc ciblés par la politique de la ville. C'est là qu'on va trouver les taux de pauvreté les plus élevés en France. Ils atteignent 43% en moyenne dans l'ensemble de ces 1500 quartiers français voilà, repérés par la politique de la ville comme les plus pauvres en France. Mais au-dessus de ces 43%, on va trouver des taux extrêmement élevés dans le quartier où je suis ici. Il y a 65% de la population qui est pauvre. On a fait dans notre classement, là, dans notre rapport, je feuillette les pages, mais on peut monter jusqu'à 76%. Un quartier plusieurs quartiers d'ailleurs, mais un quartier de Nîmes, par exemple, Pissoin-Val-de-Gour, où il y a 16 000 habitants et un taux de pauvreté de 69%. Donc, voilà, des zones notamment de logement social où non seulement les taux sont très élevés, mais aussi on va trouver une densité, un nombre d'habitants très important. À notre sens, il ne faut pas oublier le nombre aussi et pas se contenter de regarder les taux de pauvreté, mais bien regarder où vivent les personnes massivement. C'est dans les grandes villes qu'on va trouver les plus grandes inégalités, les plus riches et les plus pauvres. Alors, question Moi, je voudrais de... juste, Ah, pardon, je vous en prie, je je voudrais vous en juste prie. dire quelque chose. Alors, comment je vais vous dire? C'est peut-être de l'humour noir, mais je serais intéressée de savoir ce que peut vouloir dire pour la personne qui pose la question du reste à vivre, ce qui lui reste à la fin du mois pour vivre. Quand ce genre de questions ne concerne que les pauvres. Et pour le Secours populaire, c'est une véritable interrogation. Il y a des questions pour les pauvres et il y en a d'autres qu'on ne pose pas. Et nous, au Secours populaire, ceux qu'on reçoit sont ceux qui viennent nous voir. Et donc, la situation n'est pas du tout la même pour celui qui vient au Secours populaire parce qu'il ne lui reste rien et qu'on ne commence pas par lui demander comment il a fait pour dilapider le peu qu'il a. Donc, il y a des questions qui devraient interroger ceux qui les posent. Merci. Autre question sur pauvreté et violence. C'est M. Lian Alsfrench
sur, bien sûr, les questions économiques, physiques, psychologiques, mais il y a des violences, prostitution, trafic d'êtres humains. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? D'abord, Madame Steinberg, dans les populations que vous accueillez, est-ce que la violence, je dirais la violence physique, hein, prostitution, violence, maltraitance, autre thématique aussi. Est-ce que ce sont des choses que vous côtoyez ou bien est-ce que c'est quelque chose de marginal chez vous? Au Secours populaire, il n'y a rien qui soit marginal. Nous connaissons souvent les situations. Nous ne les connaissons pas toujours, mais nous les connaissons souvent. Et parmi celles que nous connaissons, il y a celles auxquelles on ne s'attendrait pas nécessairement, qui sont les situations des enfants placés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Et nous savons très bien que la situation des enfants qui sont placés dans ce type de dispositif de notre pays sont des enfants qui ont vécu des situations extrêmement difficiles. Mais nous savons également très bien que si nous ne permettons pas aux personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles de faire en sorte que leurs enfants puissent manger convenablement, cela peut générer de la violence à l'intérieur des familles parce que chacun se renvoie la responsabilité d'une situation à laquelle il n'est pas ou elle n'est pas en mesure de surmonter cette situation. Donc la violence, nous la connaissons. Mais ce que nous pensons, c'est que l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre cette violence, c'est d'une part l'éducation, d'autre part l'accompagnement, d'autre part le développement de la connaissance culturelle et les rencontres entre les uns et les autres pour sortir des nasses de difficultés qui les assaillent les uns et les autres. Quant à l'idée selon laquelle la violence serait une caractéristique chez les pauvres, il n'est que de lire ce qui est de large diffusion et dont je ne vais pas vous faire la publicité ici, qui permet de voir que cela concerne toutes les catégories de population, mais qu'on le voit plus souvent chez les pauvres, c'est pas pour autant que ça n'existe pas chez ceux qui ne le sont pas. Il faut que je réactive mon micro. Merci beaucoup, Madame. Madame Brunner, sur la question de la violence, est-ce que la statistique est de quelque utilité? Bon, alors, on travaille assez peu sur le sujet, donc je vais Ouais, rien c'est pour ça. ajouter. J'avais envie de dire aussi voilà, que les violences sexistes, intrafamiliales existent dans tous les milieux sociaux, mais qu'elles sont sans doute moins scrutées dans les milieux plus favorisés. Donc voilà, c'était. Et puis voilà, on n'a pas, comme on travaille pas trop sur le sujet, je préfère pas Je rappelle le titre d'un être plus très longue. vieux livre sur ce sujet, puisqu'il date, je crois, de 1830 ou 1840. C'est de la violence chez les classes populaires, dans les classes populaires. Hein. C'est, je ne sais plus quel de nos auteurs français avait écrit là-dessus. Classe laborieuse, classe dangereuse, c'est une vieille thématique. Voilà, on peut Euh, aussi s'intéresser du coup aux victimes hein, des violences qu'on va hum, trouver plus fortement chez les jeunes hommes, par exemple, d'origine tout à fait. de milieux populaires. Bah, ça concerne à la Hum. fois les responsables de ces violences, mais aussi les victimes. Alors, question d'Alain Obadia. Quelle est l'incidence, dont vous aviez parlé tout à l'heure, hein, pratiquement en introduction, Madame Stenberg, quelle est l'incidence de la dégradation des services publics sur la situation des personnes touchées par la pauvreté? La pauvreté et la difficulté d'accès aux services publics, vous l'aviez notamment évoqué à propos de la dématérialisation des services publics et de la difficulté évidemment plus grande qu'il y a aujourd'hui d'y accéder. Ben, je ne pourrais que répéter ce que j'ai dit en introduction. Il y a strictement aucun mystère en la matière et il nous semble qu'il y a une insuffisance de mobilisation sur le fait que la dématérialisation et la suppression des services publics, la transformation
l'obligation pour les personnes de passer par des structures, par des dispositifs dématérialisés est une véritable catastrophe et va se traduire par des effets en chaîne. Et à ce moment-là, on s'étonnera des conséquences. L'idée selon laquelle on règle les problèmes par la fermeture des services est peut-être une idée d'économie, mais ce sont des économies de court terme. Les conséquences derrière risquent d'être considérables. La suppression de tous les dispositifs d'accompagnement, ou pas la suppression totale, mais la suppression du financement des dispositifs permettant d'offrir à des enfants vivant dans des milieux où la situation familiale et économique est extrêmement difficile, le fait que ces enfants ne puissent pas accéder à des adultes qui leur permettent d'avoir des activités en dehors simplement de la cellule familiale, qui leur rouvrent les routes de l'avenir, les routes de la connaissance, les routes du sport, ça peut être absolument catastrophique. Nous espérons, en ce qui concerne le sport populaire, que le fait que les Jeux olympiques soient en France et à Paris va redonner de l'énergie à tous ceux qui, dans le milieu sportif, de soutien au sport sous toutes les formes, des gamins de tous âges, va apporter un bol d'oxygène. Et pour ce qui nous concerne, nous y sommes extrêmement favorables. Mais nous pensons que c'est absolument indispensable de reprendre l'idée selon laquelle, pour que les choses aillent mieux, il faut que les hommes parlent aux hommes et pas simplement à des ordinateurs. Je dirais à tous ceux qui se proposent de tout transformer en octets, est-ce qu'ils en mangent des octets? Pour ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait lucides, on ne mange pas d'octets. Et l'idée selon laquelle l'ordinateur va être la panacée universelle, c'est pas seulement de la science-fiction mal comprise, c'est une erreur de prise en compte de ce que veut dire communauté humaine. Oui, et donc d'une difficulté encore plus grande pour les personnes en difficulté d'avoir accès aux services publics qui sont en voie de raréfaction physique, sinon de développement informatique. Et les accès, on le voit bien, y compris pour les personnes pas forcément pauvres. D'ailleurs, je pense aux personnes âgées ou très âgées, une grosse difficulté à comprendre de quoi il s'agit dès lors qu'il n'y a pas de contact physique. Ils ne savent pas toujours non plus utiliser un ordinateur ou un smartphone. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y a des remarques par ailleurs qui prolongent vos interventions. Monsieur Barberet, qui est militant du secours populaire en Savoie, nous explique qu'il participe au village Copain du Monde, ce qui permet d'envoyer des enfants, de faire rencontrer des enfants venus de Grèce, de Géorgie, d'Irak, du Mali, du Burkina, pour avoir des échanges culturels, ce qui permet de faire face aux questions de racisme, en tous les cas, d'apporter des éléments de réponse. Madame Gonzalez explique, elle est femme célibataire, mise à la retraite à 62 ans, après invalidité, avec un revenu de 1100 à 1700 euros par mois. Voilà, les témoignages que je voulais évoquer. Peut-être il est temps de conclure, il est 20h10. Madame Brunner, et puis je vous laisserai, Madame Stenberg, le soin d'apporter la conclusion conclusive, si j'ose dire. Madame Brunner. Oui, alors peut-être pour essayer de répondre à la question de façon
plus synthétique que vous nous posiez. Quels sont les nouveaux visages de la pauvreté? On n'a pas vu d'explosion de la pauvreté avec le Covid. Je ne l'ai pas beaucoup commenté tout à l'heure. Il me semble que c'est un point important à retenir aussi des données fournies par la statistique publique sur la pauvreté telle qu'elle est mesurée avec le seuil de pauvreté, qu'il faudra être très vigilant. Déjà, une crise à peine derrière nous, l'autre qui arrive avec l'augmentation des prix de l'énergie et des prix alimentaires. Mais qu'il faut aussi souligner que cette crise de la Covid, elle a servi de révélateur à toutes les failles de la protection sociale en France. On a un modèle social qui a tenu la route de façon massive, hein, qui a évité une explosion de la pauvreté dans notre pays au moment où des millions de personnes étaient obligés d'arrêter de travailler, mais on a aussi repéré pendant cette année toutes les catégories. Les premiers à être protégés, ça a été les personnes en CDI à qui on a dit ben, on va vous payer votre salaire. Mais petit à petit, tout au cours de l'année, les associations, notamment, ont alerté sur toutes ces catégories qui sont mal protégées et qui échappent au filet de la protection sociale et qu'on va retrouver dans les files d'attente des associations caritatives, notamment, on se souvient d'abord des travailleurs précaires, puis pendant l'été, on s'est inquiété des étudiants boursiers, on s'est inquiété aussi des places en hébergement d'urgence, des flecs alimentation. En fait, tous ces éléments qui répondent en réalité à des besoins sociaux qui préexistaient largement à la crise et qui n'avaient pas été prévus ni par l'activité partielle, ni par le système des minima sociaux tels qu'ils existent. Donc pour nous, il y a toujours un besoin important de se préoccuper notamment des jeunes sans ressources, puisque jusqu'à 25 ans, on n'a toujours pas le droit, malgré les mesures qui ont été prises pendant cette année un peu exceptionnelle d'extension de la garantie jeune, à un minimum social avant 25 ans. Merci beaucoup, Madame Brunner. Madame Merci. Stenberg, à vous le mot de la fin. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, c'est plutôt le mot du début. Que tous ceux et toutes celles qui ont contribué à cette soirée voient dans quelle mesure ils peuvent, autour d'eux, en mobiliser d'autres pour que chacun se préoccupe, chacune et chacun, se préoccupe de son prochain. Son prochain est à sa porte, il est aussi de l'autre côté de la planète. L'idée selon laquelle c'est simplement par des décisions administrativo-politiques que les sujets vont se résoudre, ça peut être une idée, ça peut être une hypothèse. En ce qui concerne le secours populaire, il nous semble que de se préoccuper des conséquences dans lesquelles les personnes se débattent pour essayer de vivre à peu près normalement devrait permettre à tout le monde et à chacun de se prendre par la main pour voir comment est-ce qu'il peut aider. C'est indispensable. L'idée selon laquelle cela va être d'autres dans des fonctions autres qui vont résoudre, on peut le penser. En ce qui nous concerne, nous pensons que chacun est concerné, que chacun a sa place à prendre et à se mettre en mouvement pour se préoccuper des uns et des autres à sa porte, comme de l'autre côté de la planète, dans la reconnaissance de l'altérité des uns et des autres et du fait qu'il n'est pas possible, dans un monde où il y a tellement de richesses, qu'une telle proportion des populations soient victimes de ce dont elles sont victimes. Donc, il est possible d'agir dessus, mais cela regarde chacun et chacune d'entre nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux intervenantes pour cette réunion très, très riche. Merci aussi à nos participants pour leurs questions ou leurs remarques. Je n'ajouterai rien à ce qui vient d'être dit, je me regarde, mais cette solidarité, elle peut commencer par des dons aux deux organismes que nos intervenantes représentaient aujourd'hui. A été dit tout à l'heure par Madame Brunner pour l'Observatoire des inégalités, qui est une initiative qu'il faut soutenir et encourager. Et puis
évidemment le secours populaire pour son action au quotidien envers les enfants, hein, on avait beaucoup parlé, mais aussi envers les familles. Eh bien, n'hésitez pas à à faire témoigner de votre solidarité, de notre solidarité, en apportant notre petit écho, chacun à ces deux institutions. Il me reste à remercier donc tout le monde pour cette réunion et en vous donnant rendez-vous à un prochain séminaire qui sera consacré aux retraités, sujet non pas aux retraites, mais aux retraités, sujet éminemment d'actualité. Voilà. Merci donc à toutes deux, merci à nos Merci. participants et à un prochain rendez-vous.